Bienvenue tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Sophie Castagnier, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis naturopathe à Nantes, dans un cabinet pluridisciplinaire sur l'île de Beaulieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est les maux du ventre liés à la digestion. En fait, c'est un sujet qui revient très fréquemment au cabinet. Il y a quasiment un client sur deux qui vient pour des problèmes de digestion. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de vous fournir des clés essentielles pour avoir une digestion optimale. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment un vrai travail pédagogique qui n'est absolument pas fait dans notre éducation, que ce soit à l'école ou transmis par nos parents. Et donc les clients que je reçois, je m'aperçois qu'ils ne connaissent pas la base, qui pour nous en tant que naturopathes nous paraît élémentaire, mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a très peu de personnes qui savent ce que moi j'appelle la base. Donc c'est ça que je voudrais vous transmettre ce soir. Donc comment digérer de manière optimale, quelques erreurs classiques à éviter et vous fournir des solutions à des problèmes assez courants qu'on rencontre au quotidien. Alors, du coup, au sommaire, donc, les bases d'une digestion saine, et puis je vais faire un zoom sur l'estomac et l'intestin en particulier, notamment les problèmes d'acidité et de transit, parce que c'est ça qui revient le plus souvent. Et à la fin, je prendrai un petit temps pour vous donner vraiment tous les conseils de manière générique, donc pas individualisés comme je peux le faire en cabinet, mais vraiment des conseils applicables à tous. Et il y aura un temps pour vos questions et une dégustation d'aloe vera que j'ai prévue tout à l'heure. Voilà. Alors, avant de démarrer, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'essentiel. C'est que la digestion, l'alimentation surtout, c'est pas seulement une manière de nourrir notre estomac. C'est vraiment une manière de nourrir nos cellules, d'apporter les nutriments essentiels pour nos cellules avant tout. Et donc, du coup, c'est aussi par l'alimentation qu'on va pouvoir faire la santé ou la pathologie. Alors pour commencer, le système digestif, en fait, on peut voir ça comme une grande chaussette, un grand tuyau de la bouche à l'anus, en fait, vous savez, comme quand on retourne les chaussettes. Et en fait, c'est tout ça. Donc tout ce qui va passer dans ce tube digestif, en fait, on considère que c'est toujours à l'extérieur de nous. Même si toute la tuyauterie, elle est bien dans notre corps, tout ce qui reste dans les tuyaux, c'est toujours à l'extérieur. C'est pour ça que dans les livres d'anatomie, d'ailleurs, on a la légende, la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la lumière, quand on voit l'estomac, l'intestin souvent en coupe, c'est indiqué. Donc c'est bien que tant que c'est ici, ça reste à l'extérieur et ça ne passe à l'intérieur du corps que quand ça franchit justement la paroi intestinale et que ça va dans le sang. Là, on considère que c'est vraiment en nous. Donc cette grosse chaussette, ce gros tuyau, et donc l'activité principale de la digestion, elle est liée à une activité enzymatique. Donc les enzymes, c'est des petits éléments biochimiques qui vont vraiment s'attacher à traiter différents processus au niveau de la digestion. En fait, l'activité enzymatique, elle va consister à simplifier des macromolécules alimentaires et à les transformer en nutriments assimilables par le corps. Donc ça veut dire en protéines, en glucides et en lipides. Tous ces micronutriments, en fait, ils ne vont pas être digérés au même endroit. Et c'est justement ça qu'on va détailler ensemble. Il y a une petite chose aussi que j'aime bien rappeler à mes clients, c'est que la digestion, en fait, elle consomme beaucoup d'énergie. Donc à partir du moment où vous ingérez un aliment dans votre bouche, c'est un peu comme si tous les petits soldats à l'intérieur du corps, ils disaient allez hop, on pose les pelles et les pioches et on s'active, il y a quelque chose qui vient de rentrer, on arrête tout. Et donc en fait la digestion, elle va vraiment accaparer à peu près 50% de votre énergie. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de vous sensibiliser sur ce point pour que ça se passe de manière vraiment optimale et qu'on ne dépense pas de l'énergie inutilement et que le corps puisse vraiment se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un peu tout ce process et puis à chaque fois, je vais vous donner quelques clés. Donc, déjà pour commencer, la bouche, c'est là où on va ingérer les aliments.
Et en fait, comme je vous expliquais, cette tuyauterie qui est toujours la même, cette chaussette en fait, de la bouche à l'anus, la muqueuse de la bouche, en fait, c'est le prolongement de la muqueuse de l'intestin. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui va réagir au niveau de la bouche, eh bien, dites-vous bien que ça va être la même chose au niveau intestinal. Donc, s'il y a un aliment qui vous pique, ou s'il y a un aft, s'il y a une sensation désagréable, ce sera la même chose plus bas. Donc moi, je vous invite vraiment, dès qu'il y a une réaction, à être sensible à ça et pas à dire « Oh, bon, c'est pas grave, je mange quand même ». Non, si ça réagit là, ça veut dire que ça réagit aussi à l'intérieur plus bas. La langue aussi va servir de capteur thermique. La langue, elle va pouvoir vous prévenir quand c'est trop chaud pour éviter que vous brûliez ensuite la muqueuse de l'œsophage, par exemple, qui est très sensible. Donc quand c'est trop chaud, quand c'est brûlant, et je sais qu'il y a des gens qui adorent le brûlant, mais ça, c'est super néfaste, justement pour la muqueuse de l'œsophage. Par rapport à la bouche, vous vous doutez bien ce dont je vais parler, ce sur quoi je vais insister dans la bouche. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. La mastication ? Exactement, la mastication. Et les dents, oui, ça va ensemble. Donc du coup, la mastication, c'est super important parce que la bouche, c'est vraiment le seul endroit où on a des dents. Vous allez me dire, bon, c'est assez simpliste ce que tu dis, c'est un peu bébête presque. Mais en fait, c'est pour insister sur le fait que comme il y a des dents juste ici, il n'y en a pas ailleurs. Donc ça veut dire que si le travail de mastication n'est pas fait correctement, ça va donner beaucoup plus de travail au reste des organes. Donc en fait, il faut s'imaginer que c'est comme la digestion, c'est comme un travail d'équipe. Donc si vous êtes en open space et que vous travaillez à plusieurs collègues et que chaque collègue a des outils différents et qu'à la fin, il faut produire quelque chose parce que tout le groupe va servir à produire quelque chose qui est attendu par un chef. Et si un jour, il y a l'un d'entre vous qui est malade, et le chef dit « Ah, c'est pas grave, je m'en fiche, je veux quand même qu'on produise ça, il le faut pour demain », eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Les autres de l'équipe vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent avec leurs outils. Mais comme ils n'auront pas le bon outillage, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Le travail va être bâclé, ça va prendre beaucoup plus de temps et au final, on n'aura pas le résultat attendu. Et c'est un peu ce qui se passe avec la mastication, c'est quand on mastique pas correctement, du coup, ça va donner beaucoup plus de travail au reste et provoquer une moins bonne digestion, une moins bonne assimilation, on va se sentir fatigué, des lourdeurs, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Alors, par rapport à la mastication, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre déjà de faire le lien avec la synthèse des enzymes. En fait, plus vous allez mastiquer, et plus ça va permettre au cerveau de recevoir l'information de quel genre d'enzyme il doit envoyer parce qu'il y a tel ou tel aliment qui arrive. Donc ça va permettre vraiment de préparer le travail digestif en amont. En parlant d'enzymes, dans la salive, on a ce qu'on appelle l'amylase salivaire. Donc c'est une enzyme bien spécifique qui permet de digérer les amidons, de transformer les amidons en maltose. Donc déjà, dans la bouche, il y a à la fois un travail mécanique avec l'action des dents, la mastication, mais il y a aussi une première action enzymatique qui va intervenir au niveau des glucides. Et puis, bien sûr, vous vous en doutez, la salive, ça sert aussi à lubrifier les aliments, les particules alimentaires. Donc il y a une viscosité qui permet justement d'éviter de s'étouffer, que ça passe, que ça glisse naturellement dans l'œsophage. Donc, si vous avez l'habitude de manger rapidement, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, d'être dans les premiers à manger, je vous invite à poser la fourchette entre chaque bouchée, déjà pour ralentir le rythme. Et puis, si ça ne vous paraît pas très fun, vous pouvez faire des jeux de rôle aussi avec les personnes avec qui vous mangez, parce qu'il y a toujours un premier et un dernier. Donc, vous pouvez vous amuser à changer les rôles et dire, allez, cette fois-ci, je vais prendre ta place et toi, tu vas manger chaud pour une fois. Donc, ça peut être une idée. Donc, voilà, donc, la mastication, très, très important. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un aspect plaisir dans la mastication. Le fait de garder en bouche les aliments, ça permet aux papilles gustatives d'éprouver du plaisir en mangeant et pas de tout boulotter et d'envoyer dans les tuyaux pour combler peut-être un vide ou que sais-je. Et il y a aussi la notion de satiété qui est importante. Plus vous allez mastiquer et plus ça va permettre au corps de renvoyer cette information
de « Ah, ça y est, on commence à être plein là, il va falloir s'arrêter de manger bientôt ». En fait, les gens qui mangent très lentement, souvent, ne finissent pas leur assiette parce qu'ils ont le temps de savoir à l'avance que c'est déjà rempli à l'intérieur. Alors que les gens qui mangent très très vite, souvent, ils dépassent cette capacité et du coup, après, ils disent « Ah mince, j'ai trop mangé ». Et ça n'arrive pas souvent aux gens qui mangent très lentement, dont je fais partie. C'est pour ça que j'en parle. Voilà pour ce qui est de la mastication. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe après, une fois que c'est dans la bouche? Donc, on passe au niveau de l'œsophage et on arrive dans l'estomac. Donc l'estomac, en fait, c'est le milieu le plus acide du corps. Cette acidité, elle va permettre de décomposer les protéines en acides aminés. Et cette acidité, elle a aussi pour fonction d'être vraiment une sorte de de barrière de protection contre les éléments pathogènes venus de l'extérieur. Donc tout ce qui est bactéries, virus, etc., tout ça, ça va pouvoir être trié justement par l'estomac, par cette acidité-là. Alors du coup, je voulais faire un zoom sur les brûlures d'estomac, ce qu'on appelle les reflux gastriques, les remontées acides. Tout ça, souvent, en fait, c'est très souvent dû à un manque d'acidité. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, lorsque l'estomac manque d'acidité, du coup, l'estomac va considérer les aliments comme incomplètement digérés. Donc, il va avoir tendance à les garder longtemps. Donc la vidange de l'estomac, elle ne va pas se faire avant un petit moment. Il dira, bah non, c'est pas encore digéré, c'est pas assez acide, il faut qu'on continue. Donc déjà, l'estomac, il va galérer, comme il n'est pas assez acide. Et comme il n'est pas assez acide, et que je vous ai dit, ça sert aussi de protection par rapport aux pathogènes extérieurs, eh bien, il y a des bactéries qui vont commencer à proliférer dans l'estomac. Donc il va y avoir une prolifération bactérienne, et notamment le fameux Helicobacter pylori qui est à l'origine de nombreux ulcères. Et cette prolifération bactérienne, en fait, elle va avoir pour effet de créer une pression au niveau de l'estomac, parce que ces bactéries, elles vont s'en donner à cœur joie, donc elles vont émettre des gaz, et donc c'est ça qui va émettre une pression. Donc il y a cette pression, il y a les éléments qui stagnent un peu plus longtemps que prévu, et du coup, ça va déborder par le haut. Le clapet va pas bien se fermer. Donc tout ça, ça va déborder. Donc c'est ça, en fait, qui engendre tous ces reflux gastriques, c'est cette histoire de bactéries qui créent cette pression. Donc voilà, donc pour résumer, si on manque d'acidité, les aliments sont retenus, la vidange est ralentie et il y a ce contenu qui déborde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Alors bonne question, qu'est-ce qui endommage l'estomac? Donc là, je vous liste vraiment les causes principales. Il y en a sûrement d'autres, mais vraiment j'ai voulu cibler et être synthétique. Donc une des premières causes, c'est le stress. On va dire oui, le stress, on le met à toutes les sauces, il est partout, c'est presque un peu ennuyeux en fait, quelque part. Mais là, je vais vraiment vous expliquer pourquoi le stress inhibe cette production d'acide chlorhydrique. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'acide chlorhydrique qui a un pH à 2, donc c'est un pH très très acide. En fait, quand on stresse, c'est une réaction archaïque. On a ça en nous pour fuir à toutes jambes si un animal féroce nous court après et veut nous manger. Donc nous, on a le choix de la fuite ou du combat, ou d'aller se cacher peut-être. Et du coup, le stress, ça va faire que nos surrénales vont libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et quand on a cette hormone qui circule en nous, eh bien, elle va inhiber pas mal de nos processus physiologiques. Tout ce qui n'est pas important, qui n'est pas vital pour la survie, ça va être inhibé, ça va être stoppé. C'est pas le moment de digérer, c'est pas le moment de trop produire, etc., etc. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui devraient se faire, qui ne se font pas quand on stresse. Et donc, typiquement, le cortisol, il va inhiber la production de suc gastrique. Donc l'acide chlorhydrique, qui permet cette acidité dans l'estomac, va être stoppé, ou très freiné en tout cas. Donc, du coup, c'est vraiment une clé essentielle à comprendre, c'est que pour avoir une acidité correcte, et de manière générale, on va le voir, une bonne digestion, le stress, c'est un des premiers éléments sur lesquels travailler. Autre élément qui endommage l'estomac, le trio habituel, hein, le chouchou des naturaux, on va dire, les chouchous, le tabac, l'alcool, le café, qui en fait constituent des irritants de la paroi stomacale.
Cette paroi, comme elle est du coup ce contenant qui permet de recueillir cette acidité qui a un pH à 2, donc c'est très très élevé, cette paroi elle doit être solide. Or, si on est carencé en minéraux, notamment en sodium, en magnésium et en zinc, eh bien cette paroi elle ne peut plus remplir son rôle de contenir toute cette acidité. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme si les cellules épithéliales de cette paroi stomacale, elles allaient envoyer le message et elles disaient va falloir arrêter et baisser un petit peu le feu de l'acidité parce que nous, on ne peut plus suivre. Et le corps, dans sa grande intelligence, il va baisser le feu, dire ok, tu ne peux pas contenir autant d'acidité, nous, on va t'en donner un peu moins. Et c'est comme ça que du coup, il y a un cercle vicieux qui s'installe parce qu'on est stressé, et du coup, ça va déclencher une carence en minéraux. Oui, parce que le stress aussi, ça acidifie le corps, donc on doit tamponner à côté pour compenser. Et cette carence en minéraux va altérer la paroi de l'estomac, et comme la paroi de l'estomac est altérée, on va produire moins d'acidité. Donc vous voyez un peu le cercle infernal. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de son estomac? Bon, déjà, se reminéraliser, donc avec des jus de légumes à l'extracteur, en consommant suffisamment de légumes aussi dans son quotidien, et avec une complémentation adaptée. Ensuite, il y a d'autres choses très simples à mettre en place. Faire des cures d'aloe vera, c'est pour ça que je vous en ai amené, justement, parce qu'on va aussi en reparler pour l'intestin. L'aloe vera en tant que cicatrisant, notamment, mais qui a plein de vertus. Donc, il va vraiment aider à reconstituer la paroi de l'estomac. Et puis aussi, de faire des infusions de gingembre. Alors moi, je parle d'infusion de gingembre, mais après, si vous aimez, vous pouvez le consommer à toutes les sauces. Mais disons que dans ma pratique auprès de mes clients, moi, je conseille de préparer un thermos le matin dans lequel on râpe du gingembre frais, on laisse infuser 10 minutes, et comme ça, on a son thermos pour la journée, ce qui fait à peu près 3 mugs par jour. Et donc ça, le gingembre, en fait, ça va avoir pour effet de stimuler la production d'acide chlorhydrique. Donc, aloe vera et gingembre, disons que c'est un bon combo. Et puis, bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est apprendre à gérer son stress, donc savoir équilibrer les rythmes, l'alternance travail-repos, et puis surtout manger dans le calme. Éviter de manger devant son ordinateur ou avec son patron au téléphone ou en train de répondre à des mails stressants, etc. Voilà, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Alors, au niveau du foie, donc ce que je voulais vous dire sur le foie, c'est que c'est cet organe, cette grosse usine de traitement des déchets. Donc je ne sais pas si tout le monde sait où se situe le foie déjà pour commencer. Si il se situe à droite, à gauche. Là, ouais, à droite. Donc sous les côtes, donc c'est une espèce de gros triangle qui dépasse un petit peu. Et en fait, c'est vraiment la grosse usine de traitement des déchets. Donc là, je vais surtout parler de ça, mais sachez qu'il a de multiples fonctions, qu'il fait vraiment beaucoup de choses pour le corps. Il est vraiment très important. Mais une de ses grosses fonctions, c'est ça, c'est de recycler les déchets du corps. C'est lui aussi qui produit la bile pour dissoudre les lipides. Donc en fait, le foie produit la bile et cette bile, elle est stockée dans la vésicule biliaire. Et donc, dès que vous consommez des lipides, quand le sphincter de l'estomac s'ouvre, donc ça débouche sur le duodénum et c'est dans le duodénum que la bile est balancée. Donc là où l'estomac était très acide pour les protéines, et bien là, ça va être le rôle de la vésicule biliaire de s'occuper de la digestion des lipides. Et il va balancer sa bile au début de l'intestin grêle, donc dans le duodénum. Ce qui va être important de garder à l'esprit avec le foie, c'est que tout ce qui va arriver dans l'intestin sera ensuite traité par le foie. Donc, si vous consommez McDo, le foie reçoit du McDo. Si vous consommez bio, le foie reçoit du bio. Donc en fait, sur ce schéma, ce qu'on voit, je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas trop bouger. Du coup, l'intestin grêle, il est relié directement au foie par la veine porte hépatique. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau sanguin. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous consommez bio, le foie reçoit du bio. C'est vraiment que on va être pleinement responsable du fait de soit créer la santé, soit la pathologie. Et d'ailleurs, il y a une chose importante à prendre en compte avec le foie, c'est que le foie n'aime pas le froid. C'est pour ça que je bégaye.
Le foie n'aime pas le froid et du coup, ce qui explique aussi pourquoi on a plus de pathologies l'hiver que l'été. En fait, le foie, c'est un des organes les plus chauds du corps, qui a plus de 40 degrés. Et du coup, pour lui, la période de l'hiver, c'est difficile. Or, nous, l'hiver, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime manger lourd. Il y a les fêtes de Noël, donc il y a raclette, fondue, bûche de Noël, les chocolats, le champagne, etc. Donc on s'en donne à cœur joie. Et le foie, lui, il galère. Déjà en temps normal, avec notre hygiène de vie, ça dépend. Donc là, en plus, il y a le froid et les fêtes. Et donc c'est souvent là qu'on déclenche des pathologies respiratoires. Parce qu'en fait, la suite du schéma, c'est qu'après, il y a, au niveau sanguin, ça fait le tour, hein, ça remonte au poumon, au cœur. Et donc c'est là qu'on a un encrassement de nos humeurs, c'est tous nos liquides, hein, un encrassement de nos humeurs parce que le foie est surchargé, il est débordé. Et donc du coup, ça va engendrer des pathologies respiratoires. C'est pour ça qu'on est souvent enrhumé l'hiver. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur le foie. Et du coup, comment on fait? Eh bien, pour prendre soin de son foie, moi je vous conseille de profiter de cette période-là pendant le printemps pour faire une petite détox douce. Donc ce que j'appelle une détox douce, c'est d'utiliser certaines plantes. Il y a des synergies de plantes qui sont vraiment adaptées pour le foie. Je ne sais pas si vous connaissez un magasin bio, la marque Super Diète par exemple, qui fait des ampoules qui s'appellent Bien-être du foie. Et donc il y a 4 plantes à l'intérieur. Il y a du romarin, de l'artichaut, chrysanthellum americanum et puis radis noir. Alors, je vous déconseille de prendre le radis noir seul, si vous n'en avez jamais fait, parce que c'est trop violent pour la vésicule biliaire. Prenez toujours 4 plantes, en tout cas dans cette marque, c'est très bien. Et donc là, l'idée, c'est de faire une petite cure, si c'est en tout cas une cure saisonnière, de faire une cure de 3 semaines au printemps, 2 ampoules par jour entre les repas. Et alors, je fais une autre parenthèse sur ça, sur cette mode de la détox, parce que là j'en parle justement et je vous le conseille. Ce que je dis là, c'est vraiment du générique dans les grandes lignes. Après, c'est à voir avec vous et votre naturopathe pour la posologie, la durée de la cure, etc. Parce que quand on parle de détox, ça veut dire aussi qu'on va aider à éliminer des toxines. Or, tout le monde n'a pas la vitalité nécessaire pour faire une détox complète. Là, c'est des plantes qui sont pour moi assez douces quand même, mais on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas encore à qui je m'adresse. Du coup, je préfère quand même vous prévenir que si jamais vous avez une charge toxinique très élevée, il se peut que la moindre détox provoque chez vous une réaction type nausée, migraine, vous ne vous sentez pas bien, etc. Donc là, c'est là où c'est le moment d'aller faire un bilan avec votre naturopathe pour aller voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue? Est-ce que je réduis la dose? Est-ce que je prends d'autres plantes? Ou est-ce que je fais autre chose avant? Parce qu'il y a peut-être d'autres pistes à faire avant ça. Donc ça, c'était vraiment juste un petit focus sur comment on fait pour aider le foie à se drainer. Mais après, comme je vous dis, c'est à adapter pour chacun. Okay, donc voilà, donc détox avec les plantes. Et quand on parle de détox, eh ben forcément, il y a l'exercice physique qui est de la partie, parce que l'exercice physique, c'est vraiment la seule des techniques qui va permettre à tous les émonctoires du corps de travailler et donc de pouvoir évacuer un maximum de déchets. Je crois que j'ai fait le tour pour la détox. Alors, autre élément important, consommer des bons gras et éviter les gras trans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les gras trans. C'est tous ces gras industriels qui sont transformés et du coup qui ne sont absolument pas reconnus par le corps mais considérés comme des toxines, qui sont des toxiques parce que ça vient de l'extérieur. Du coup, tout ça c'est à bannir, tous les plats cuisinés, industrialisés, chimiqués, pesticidés, que sais-je. Voilà, vous savez de quoi je parle. Et quand je parle de bons gras, c'est toute la série des polyinsaturés, donc les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3, mais ça on verra en détail un peu plus loin. Donc voilà. Pourquoi ça? Parce que n'oubliez pas que le foie, c'est lui qui sécrète la bile, qui dissout les lipides. Donc il lui faut quand même des bons lipides. Et puis enfin, il y a un troisième point qu'il est important de prendre en compte, c'est toute la partie de gestion des émotions. Donc ça, je tiens quand même à vous en parler, même si le thème d'aujourd'hui c'est la digestion, l'alimentation, parce qu'en fait tout va ensemble. En naturopathie, on ne fait pas un sujet sans penser au reste, tout est intimement imbriqué.
Donc le foie en médecine chinoise, il est relié à une saison qui est le printemps, c'est pour ça que je vous parle de la détox maintenant, mais il est aussi relié à certaines émotions. Et en l'occurrence pour le foie, c'est la colère, et surtout la colère rentrée, c'est-à-dire la colère qui n'est pas exprimée. Donc là, je vous invite soit à regarder différentes techniques par vous-même ou aller voir un thérapeute carrément pour vous faire conseiller et savoir comment gérer ces émotions. En cabinet, moi, ce que je propose, c'est de l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, si ça vous parle. Ouais. Donc, c'est Emotional Freedom Techniques. Donc, ça veut dire technique de libération émotionnelle. Et en fait, ça consiste à tapoter des points d'acupuncture, donc ici, voilà quelques-uns, tout en conscientisant et en verbalisant notre ressenti, en nommant l'émotion et vraiment en laissant libre cours à tout ce qui se passe dans la tête et dans le corps. Et en fait, le fait de faire ça, ça la fait bouger, cette émotion, parce qu'il ne faut pas oublier que l'émotion, déjà dans son étymologie, donc là je vais dire en anglais emotion, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Ça ne doit pas stagner dans le corps en fait, c'est pas là pour stagner, pour être sous un couvercle. C'est là justement pour nous faire agir. L'émotion, il faut voir ça comme un messager qui délivre une information, et tant que cette information elle n'est pas délivrée, eh ben, il va tambouriner jusqu'à ce qu'on l'écoute. Et moins on va l'écouter, et plus ça va créer dans le corps toutes sortes de symptômes, de manifestations physiques plus ou moins désagréables. Et donc au niveau du foie, c'est tout ce qui est colère rentrée. Donc si vous ne connaissez pas l'EFT ou vous n'avez pas d'autres techniques sous la main, moi je vous conseille déjà d'écrire, écrire, lire à voix haute, éventuellement aller hurler dans la forêt, lire à voix haute comme si vous étiez en face de la personne qui vous énerve tant, ou alors prendre un coussin dans lequel vous hurlez. Il y a des coussins de colère maintenant, ça s'appelle. Un coussin qui sert qu'à ça, hein. Prenez pas le coussin sur lequel vous dormez non plus parce que bonjour les mauvaises ondes après. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc à la fois de s'occuper de ce qu'on met en termes de matière dans le corps, mais ne pas oublier non plus que matière et esprit, enfin corps et esprit en tout cas, ça va ensemble. C'est pas désolidarisé du tout. Alors, ensuite, on va passer à l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, c'est là où les nutriments vont être absorbés. Dans l'intestin grêle, il y a aussi des enzymes, donc des sucs intestinaux, qui vont terminer le travail de la digestion. Et donc, c'est là que les nutriments vont être extraits. Donc, il y a deux éléments essentiels dans l'intestin grêle que je voudrais vous évoquer ce soir. Il y a d'une part la paroi intestinale. Donc la paroi intestinale, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce tuyau avec cette espèce de moumoute un peu comme les tapis Ikea, je ne sais pas si vous voyez là les petits velours comme ça. Moi ça me fait penser à ça, donc c'est villosité intestinale et c'est là que va se faire le tri entre qu'est-ce qui reste à l'extérieur de moi et qu'est-ce qui rentre. Donc je ne rentre pas vraiment dans tous les détails ce soir parce qu'on pourrait en faire une conférence à part entière là-dessus. Il y a beaucoup à dire. Mais c'est un peu ça l'idée pour que vous ayez une idée générale de ce qu'est la paroi intestinale. Donc cette paroi intestinale, quand elle fait son job, c'est très bien. En revanche, quand elle est abîmée, quand elle ne fait pas son travail, du coup, elle va laisser passer des macromolécules qui n'ont pas lieu d'être. Et donc ça va vraiment impacter négativement le système immunitaire parce qu'on va se retrouver avec des choses toxiques dans le sang et le système immunitaire il va être en alerte tout le temps, il va réagir au moindre truc et donc c'est la porte ouverte en fait à toutes les pathologies auto-immunes et aux allergies notamment. Voilà, pour la paroi intestinale je vais juste vous parler de ça sans rentrer dans les détails et aussi vous parler du microbiote. Donc le microbiote, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. C'est cet ensemble de micro-organismes qui peuplent l'intestin. Donc on a des bactéries, des virus, des champignons, des levures. Tout ce joyeux petit monde à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous savez à peu près combien on a de bactéries dans le corps. 2 milliards. Ouais, combien? 2 milliards. Non, plus. Plus. Ouais, 100 000 milliards, à peu près. Et donc, dans le livre de Dora Muto, qui s'appelle À fleur de paix, qui est un très joli nom,
Elle dit justement que ces 100 000 milliards de bactéries, ben, en fait, quand on y réfléchit, ça veut dire qu'il n'y a que 10% des cellules en nous qui sont humaines. Je ne sais pas si vous imaginez. Et elle va même aussi, elle parle aussi d'un scientifique israélien qui pose la question, mais alors, si ces bactéries qui nous influencent tant, il y en a 5 000 milliards, et qu'au final, nous, on a beaucoup moins d'ADN que l'ADN de ces bactéries, mais c'est qui le pilote à l'intérieur? Qui influence qui? Et donc, en fait, ça donne un peu le tournis quand on lit le livre de Dora Muto, c'est pas mal. Pour finir sur le microbiote, ce que j'ai pas dit par rapport à cette alliance corps-esprit, en fait, le microbiote, il faut savoir que c'est lui qui produit 90% de la sérotonine. Vous savez, la sérotonine, c'est cette hormone relaxante, cette hormone du bien-être qu'on produit majoritairement le soir, justement, avant d'aller au lit, pour préparer le corps à l'endormissement. Et c'est justement ça, de cette hormone, dont sont carencés les dépressifs. Les gens qui commencent à broyer du noir, eh bien, il faut tout de suite aller voir du côté de l'intestin ce qui se passe. Et c'est vraiment ça le premier travail à faire. Donc maintenant, les médecins, ils sont de plus en plus conscients de ça, mais pendant longtemps, on a cru que la sérotonine était fabriquée par le cerveau. Or, le cerveau n'en fabrique que 10% et l'intestin 90%. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tout intérêt à chouchouter son microbiote, surtout quand on n'a pas le moral et qu'on commence à manger trop de gâteaux, à boulotter, et qu'on se dit « Ah, quelle flore j'alimente à l'intérieur, quelle bactérie j'alimente ?» Qu'est-ce qui va faire que du coup je ne vais plus produire la sérotonine parce que je n'amène pas les bons nutriments pour ma flore intestinale. Donc c'est à tout ça aussi qu'on peut penser quand on commence à broyer du noir. Voilà, donc ça je l'ai dit. Et puis enfin, dernier point par rapport à cet intestin, le transit et l'absorption des nutriments. Donc le transit, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'on appelle le transit ? Si vous deviez donner une définition. La digestion. Ça fait partie de la digestion, mais c'est quoi exactement? Si vous deviez donner une définition. Je vous pose la question, ça me permet de boire comme ça. La dernière étape de la digestion. Ouais, alors on pourrait dire ça. En fait, le transit, c'est vraiment le temps que va mettre un aliment de la bouche à l'anus. Donc moi, je vous invite à chronométrer, mais je vais en parler plus loin. Donc en fait, le transit, il est important parce qu'en fonction de sa durée, ça va permettre ou pas une bonne absorption des nutriments. Quand un transit est trop rapide, eh bien, le corps ne va pas avoir le temps d'absorber tout ce qui est nécessaire pour son fonctionnement. En revanche, aujourd'hui, il se trouve qu'on a le problème inverse avec notre société occidentale actuelle parce qu'on consomme trop de farine blanche. Trop de choses raffinées qui font que le transit est très ralenti et qu'il va favoriser une porosité intestinale. C'est-à-dire que ça va aussi desserrer les jonctions serrées de l'intestin et qu'il y a des macromolécules qui vont passer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de l'autre côté, alors qu'elles ne devraient pas passer. Donc tout ça, c'est cette alimentation à l'occidentale qu'on a, ça ne favorise pas un bon transit. Ça le ralentit trop et ça crée de la porosité intestinale. Et c'est là qu'on a justement toutes ces maladies auto-immunes et ces problèmes d'allergie. Et du coup, comme il y a cette porosité intestinale, eh bien, on a une saturation toxinique, puisqu'on laisse passer des choses de l'autre côté qui ne devraient pas y être. Et qui dit saturation toxinique, dit que toutes ces toxines, il va falloir les évacuer à un moment donné. Et donc, ça veut dire aussi que les émonctoires, nos organes filtres, vont être surchargés. Donc, ils vont avoir trop de boulot. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va prendre du poids. Parce que tout ce qu'on ne peut pas mettre dehors, eh bien, on va le stocker, on va le garder, alors que ça aurait dû être évacué. Donc, en fait, vous voyez, là aussi, il y a une petite chaîne sympathique qui nous invite vraiment à modifier notre hygiène de vie en profondeur et à être attentif à la digestion, à l'alimentation. Alors, comment on fait pour chouchouter notre intestin? Alors, je vous invite, si vous avez des doutes sur d'éventuelles intolérances alimentaires, à faire des tests. Parce qu'en fait, dès qu'on va absorber un aliment qui va réveiller l'histamine, c'est-à-dire la protéine de l'inflammation, eh bien, ça va inflammer notre intestin et ça va entraîner une porosité intestinale. Donc, avant que la paroi soit poreuse,
on est inflammé. Et pourquoi on est inflammé? Parce qu'on mange des aliments qui nous irritent à répétition. Et donc c'est ça qui petit à petit va provoquer cette distension au niveau des jonctions serrées et qui va laisser passer n'importe quoi. Donc si vous avez un doute, si vous n'arrivez pas à déterminer s'il s'agit du gluten, du lactose ou d'autres choses, parce que vous pouvez faire l'éviction de tel ou tel aliment pendant 3 semaines et voir ce que ça fait. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à voir, moi je vous invite à faire le test auprès du laboratoire Barbier. Vous pouvez commander un kit en ligne. Ça coûte un peu cher, un peu plus d'une centaine d'euros, mais ça vaut le coup. Voilà. Sinon, autre solution, ce qu'on appelle la déprogrammation avec la méthode NAET. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent. Donc, il y a quelques praticiens qui proposent ça. Moi, je ne propose pas ça. Mais je sais que ça fonctionne. En fait, ça consiste à identifier les allergènes chez une personne qui va tenir dans une fiole les allergènes en question. Et le praticien va faire des tests musculaires de type kinésio pour voir comment ça réagit. Et en fonction, un allergène après un allergène, eh bien, il va traiter son patient à l'aide de massages énergétiques vraiment ciblés sur certains méridiens. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne apparemment assez bien. Alors après, de mon côté, moi, il y a quelque chose de très simple que je propose, quelque chose en 3 temps, c'est carré. C'est d'abord, dans un premier temps, d'assainir l'intestin, de réparer la paroi intestinale et de réensemencer le microbiote. Alors, ces 3 temps, ils peuvent être faits séparément ou autrement, comme je vais vous l'expliquer. Donc, assainir l'intestin, ça peut se faire de plusieurs manières, en prenant de la chlorophylle, par exemple, ou du pollen frais. Donc, j'insiste sur le frais, parce que ce n'est pas du tout le pollen qu'on trouve en bocal à la caisse des magasins bio, ça n'a rien à voir. C'est du pollen qui se conserve au congélateur, qui est sous forme de barquette. Aujourd'hui, il y a une marque qui fait ça, qui s'appelle Pollenergy. Donc, j'en ai trouvé d'ailleurs au Biocoop de Rezé. Je suis passée par hasard, j'en ai trouvé. Voilà, donc tous les magasins bio ne le font pas. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais vous pouvez le commander sur Internet. Sinon, il y a du charbon activé qui fonctionne très bien, ou de l'argile. Cure d'argile, c'est pareil. Donc vous prenez en fonction de ce qui vous parle, de ce que vous avez déjà testé, ou de ce que vous conseille votre naturopathe, c'est mieux. Et puis ensuite, dans un second temps, on va réparer la paroi intestinale. Alors les 3 premiers mots que je vous ai indiqués, L-sérine, L-tréonine, L-glutamine, ce sont vraiment des molécules qui sont propres à ce qu'on va retrouver dans des synergies de compléments alimentaires. Donc vous n'allez pas les retrouver comme ça en magasin bio. Et puis sinon il y a des choses beaucoup plus simples à portée de tous. Il y a le curcuma et l'aloe vera qui remplissent aussi ce rôle de réparer la paroi intestinale. Donc c'est pour ça que je vous le fais boire ce soir, le fais tester en tout cas. Parce qu'il a vraiment plusieurs fonctions, l'aloe vera. Et notamment de réparer la paroi intestinale, de cicatriser, et il a une fonction de prébiotique. Et donc ça va être intéressant avec l'étape suivante, puisque l'étape suivante, c'est le réensemencement de la flore. Donc on va rééquilibrer la flore en apportant des bonnes bactéries. Et ça peut se faire conjointement avec la prise d'aloe vera. Donc ce que je vous expliquais, c'est que ces 3 étapes-là, vous pouvez les faire l'une à la suite de l'autre. Par exemple, 3 semaines, j'assainis l'intestin, ensuite je fais une pause, 3 semaines, je répare, et 3 semaines, je réensemence. Donc ça peut se faire comme ça. Mais on peut être aussi plus malin et choisir de prendre la chlorophylle le soir au coucher, parce qu'on va aller dans le sens de la détox. Donc comme la nuit, le corps en profite pour se détoxifier, eh bien la chlorophylle va vraiment aller dans ce sens-là de détox et de faire ce nettoyage et d'assainir l'intestin. Donc imaginons le soir la chlorophylle, et le matin, quand vous vous réveillez à jeun, vous prenez un fond d'aloe vera, il n'y en a pas besoin de beaucoup, d'aloe vera, et vous prenez vos 2 petites gélules de probiotiques. Et du coup, comme ça, vous avez à la fois l'aspect cicatrisant et l'aspect prébiotique de l'aloe vera, et les probiotiques qui vont réensemencer la flore. Du coup, vous avez le 2 en 1 et c'est très simple. Donc vous pouvez faire ça, soit sur 3 semaines s'il n'y a pas plus de problèmes intestinaux que ça, soit en cure plus longue, de type 3 mois, si vraiment vous souffrez beaucoup au niveau intestinal. Mais ça encore, c'est à voir avec votre naturopathe. Si vous avez des pathologies liées à l'intestin, ce sera peut-être plus des cures longues dans ce cas-là.
Et peut-être que 3 semaines, ce ne sera pas suffisant. Prochaine étape, le gros intestin. Donc là, c'est... Non, je vais un peu trop vite. Donc là, c'est vraiment le lieu d'absorption et de transformation des selles. Une notion très importante, fondamentale à garder à l'esprit pour moi, c'est la notion de péristaltisme. Donc qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est rien d'autre que le complexe moteur migrant, un autre gros mot, qui en fait décrit une onde qui va se propager. Ce sont des contractions musculaires qui vont partir de l'estomac lorsqu'il est vide jusqu'au côlon, pour pousser le bol alimentaire jusqu'au côlon. C'est un peu un coup de balai sur les résidus alimentaires. Donc, il faut faire attention parce que ce coup de balai, il ne se passe que si l'estomac est vide. Donc, idéalement, il faut attendre 3 heures entre chaque repas. L'indice que ça fonctionne, c'est quand vous vous entendez gargouiller. On dit « Ah, j'ai faim !» Mais non, en fait, c'est pas forcément que tu as faim, c'est que le balai est en train de se passer. Donc, peut-être qu'on a faim aussi, mais en tout cas, c'est que le balai fonctionne. Donc, toutes les personnes qui grignotent, malheureusement, c'est problématique parce que c'est un peu comme si le soir, vous alliez dîner chez vous, mais que vous aviez eu la flemme de débarrasser, de faire la vaisselle et que vous resserviez à manger dans une assiette sale. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est important que cette onde puisse se propager quotidiennement. Alors, voilà, je voulais revenir un peu sur cette notion de transit parce qu'elle est assez importante. Donc, le transit, c'est vraiment le temps que met l'aliment que vous allez ingérer de la bouche à l'anus. Donc, le transit, on parle de transit normal entre 18 et 24 heures. Au-delà de 24 heures, on parle de transit lent. Et en dessous de 18 heures, c'est un transit rapide. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, quand le transit est trop rapide, eh bien souvent, on peut être carencé. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est un petit jeu très sympathique. C'est de manger, par exemple, suffisamment de betteraves, de poivrons rouges ou de maïs ou de tomates avec la peau pour pouvoir observer dans vos selles quand est-ce que ça sort, en gros. Oui, là, je ne vous ai pas prévenu, mais on rentre dans la partie glamour de mon exposé. C'est comme en consultation. Après, les gens, ils sont gênés parce que je leur parle de la forme de leur caca, de leur couleur, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la fréquence des selles. On peut très bien aller à la selle une fois par jour, tout en étant constipé. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quand vont dater les dernières selles. Elles peuvent remonter à plus de 24 heures. Alors, donc, je vous invite à observer vos selles. Alors, tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dedans. Dans les selles, il y a majoritairement de l'eau, des fibres alimentaires non digestibles, et tout ce dont le corps a besoin de se débarrasser, donc des toxiques, des toxines. Voilà. Et alors, encore plus glamour, donc ça c'est la question que je pose donc en consultation, en première consultation de naturopathie. Donc on pose toutes sortes de questions et une des questions c'est à quoi ressemblent vos selles. Et donc voilà un peu ce que nous les naturopathes on a en tête quand on attend la réponse du client. Alors on insiste, on dit bon comment c'est je sais pas, je tire la chasse, je mets le papier dessus, je fais pas attention, mais c'est comment, c'est moulé, c'est quelle couleur. Et donc nous on a ça en tête. Donc en gros les bonnes réponses, si vous voulez les bonnes réponses, c'est la 4 et la 5. Ça c'est des selles optimales. Les bonnes selles, voilà, optimales. Donc la selle en forme de boudin, doux et lisse. Ou alors, réponse acceptable aussi, molle et morcelée, mais passage facile, donc c'est accepté. Donc voilà, donc 4 et 5, c'est les selles optimales. Les autres, c'est soit plutôt type diarrhée, soit constipation. Je ne parle pas de toutes les pathologies médicales, bien sûr. Alors justement, par rapport à cette question de position aux toilettes, voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai tirée d'un autre excellent livre, Le charme discret de l'intestin, que vous avez sûrement lu, de Julia Enders, qui est un best-seller. Aux toilettes, moi, je vous conseille vivement de surélever vos jambes, donc de manière à ce que les genoux soient légèrement plus hauts que les hanches. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on peut mettre un petit marchepied ou des bottins ou des gros livres, parce que ça n'existe plus les bottins maintenant, mais en tout cas des gros livres qui vous servent plus, ça peut être utile.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en position accroupie, le canal intestinal, il est droit, comme une autoroute. Alors que quand on est sur le trône, comme on est actuellement en Occident, mais du coup, ça ne permet pas une descente très facile. Et donc, ce qu'elle explique dans son livre, Julia Anders, c'est qu'on a constaté que les cas d'hémorroïdes et de diverticulite, eh bien, ils ne se trouvaient que dans les pays occidentaux où on trônait, en fait. Parce qu'on n'a pas la bonne position. Du coup, on force, on pousse, et ça crée une pression sur toute la tuyauterie, en fait. Donc, du coup, ça fait réfléchir. Dans cette échelle de Bristol, je suis désolée, du coup, d'insister autant dessus, mais la question s'y prête, c'est que soit on a des selles qui contiennent beaucoup de liquide, ou des selles qui vont contenir du gaz, des selles qui vont être très très sèches si on est constipé, parce que comme elles restent longtemps dans le côlon, et bien du coup l'eau est absorbée. Plus les selles vont rester, plus l'eau va être absorbée. Donc ça n'influe pas vraiment par rapport à la position. La position, elle va vraiment aider justement pour évacuer. Donc il y a un triptyque de base, toujours à avoir en tête, c'est de l'eau, des fibres et du mouvement. Est-ce que je consomme suffisamment d'eau dans la journée? Est-ce que je consomme assez de fibres, donc des légumes, des fruits? Et est-ce que je bouge mon corps au moins 30 minutes par jour? Donc déjà, avec ça, si on essaye de rééquilibrer un des trois ou les trois, on va sûrement voir du résultat. Si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez choisir de vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire en descendant vers la gauche, parce que c'est là que se trouve le côlon descendant. Moi, je vous conseillerais de le faire le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'en fait, c'est le réflexe du corps, c'est l'heure du corps d'aller à la selle. Après la détox de la nuit, normalement, si tout fonctionne bien, on a envie d'aller à la selle au moins dans les 30 minutes après le réveil. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous masser le ventre, éventuellement à vous mettre sur le flanc droit pour pouvoir pétrir ici à gauche. Et vous pétrissez comme ça, je ne sais pas, quelques minutes avant de vous réveiller. Et puis, il y a une recette de grand-mère que j'aime bien donner à mes clients très constipés. C'est de boire un grand verre d'eau chaude le matin avec quelques gouttes de citron frais dedans. Et puis ensuite de prendre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Parce qu'en fait, l'effet acide et alcalin de l'huile d'olive, ça va faire un petit cocktail sympa pour la vésicule biliaire qui ne va pas trop apprécier. Du coup, elle va cracher sa bile et vous, ça va vous envoyer aux toilettes en 10 minutes. Donc c'est plutôt efficace. Alors, et dernier conseil, toujours le même. Vous allez dire que je radote, mais cette fois-ci, je vais vous expliquer d'autres choses. En fait, toujours ce fameux stress, parce que le stress, je vous expliquais cette histoire de cortisol qui inhibe les sécrétions digestives. En fait, le cortisol, il inhibe aussi la motilité. Cette onde, vous savez, le péristaltisme dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse onde qui va jusqu'au côlon, eh bien, quand on est stressé, ça va interférer et ça va entraver, ça va ralentir l'onde. Du coup, le bol alimentaire, eh bien, il va bloquer, il va rester, il va traîner là dans les tuyaux et ça va ralentir tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui part du bulbe rachidien et qui est connecté à nos différents organes, notamment à nos organes digestifs. Et donc, du coup, c'est lui qui va gérer ce péristaltisme, cette fameuse onde. Donc si lui, il n'est pas cool, eh ben, il lance pas l'onde en fait. Donc tant qu'on n'est pas un peu relax pour manger, ou après manger plutôt, du coup cette onde ne va pas fonctionner correctement. Donc il y a quelques petits trucs à faire pour stimuler le nerf vague. Déjà respirer. Je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez par exemple des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque que vous pouvez faire chez vous ou au travail. Ça prend 5 minutes. Il y a des applications comme Respirelax par exemple, qui existent, qui sont gratuites. Vous pouvez chanter, fredonner, rire, comme disait Christian Brun, justement, un prof du Sénato. Si vous n'avez pas ri au moins une fois dans la journée, regardez-vous dans la glace et foutez-vous de vous. Donc voilà, il faut penser à rire et surtout manger dans le calme. Donc très très important. Alors, on arrive à la fin. Donc les conseils naturaux,
Ça, je viens d'en parler à l'instant. Donc l'ambiance des repas, éviter de se disputer, éviter d'être en colère quand on mange. Si jamais vous éprouvé de la colère, de la tristesse, eh ben, essayez de ne pas mélanger ces émotions avec les matières que vous ingérez. Laissez refroidir votre repas et revenez dans 10 minutes. Ensuite, quelque chose dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, la qualité de l'eau. Ça va être très important. Vous vous souvenez, justement, ça faisait partie du triptyque pour éviter d'être constipé. L'eau, le mouvement, les fibres. En fait, dans la première séance de naturopathie, j'insiste beaucoup sur ce point, sur la qualité de l'eau. Parce que l'eau du robinet, elle contient beaucoup de perturbateurs endocriniens à cause des résidus des médicaments, notamment toutes les femmes qui prennent la pilule, les gens sous chimio, sous antidépresseurs. Tout ça, c'est des choses qui ne sont absolument pas traitées par les usines de traitement de l'eau et qui vont se retrouver dans l'eau du robinet. En plus des pesticides, des résidus de plomb, de tuyauterie, etc. Donc l'eau du robinet, pour moi, elle n'est pas, c'est pas un gage de qualité santé en tout cas. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit de très bien la filtrer avec des systèmes d'osmose inverse, etc. Mais vraiment des bonnes filtrations, pas juste le bâton de charbon. Pour moi, il n'y a pas de garantie que les résidus médicamenteux ils passent pas plutôt justement. Donc nous, en tant que naturopathe, c'est un peu compliqué pour nous de conseiller du plastique, mais malheureusement, entre la peste et le choléra, parfois c'est un peu difficile. Mais il y a quand même des eaux qui se démarquent bien. Donc il y a la Montcalm, la Montroucou et la Rosée de la Reine, en sachant que la Montcalm et la Rosée de la Reine se trouvent en magasin bio et que la Montroucou se trouve en supermarché. Pourquoi ces 3 eaux? Parce qu'en fait, ce sont des eaux qui contiennent très peu de minéraux. Ce sont des eaux de source, parce qu'il faut savoir que tous les minéraux qui sont contenus dans l'eau, ils ne sont pas assimilables par l'organisme et donc qui vont venir affaiblir le système rénal. Donc, ce qu'il faut regarder sur ces eaux-là, c'est pour ça que je les ai sélectionnées, c'est ce qu'on appelle le résidu à sec à 180 degrés. Donc ça veut dire qu'on va faire chauffer l'eau à 180 degrés et qu'on va regarder la quantité de résidus qui reste une fois que c'est sec. Et donc ces eaux-là, elles ont un résidu très bas. La meilleure, c'est la Montroucou, qui a un résidu autour de 27 mg par litre. Et donc là, l'idée, c'est d'en avoir moins de 100 mg par litre. Donc ces 3-là, ce sont vraiment c'est le top au niveau du résidu à sec. Vous comparez pour voir et vous allez être choqué des autres eaux après, type Contrex, Vittel, Evian, c'est x10 ou x20. Alors voilà, donc du coup, ce qu'il faut garder à l'esprit avec l'eau, c'est que ce qui est important pour l'eau, c'est qu'elle emporte le plus de choses, plus qu'elle n'apporte. Donc c'est pour ça, tout ce qui est minéraux, vous oubliez. Il faut qu'elle soit la plus légère possible pour qu'elle puisse emporter le plus de déchets possible en dehors du corps. Et en quantité suffisante, ça veut dire plus ou moins 1,5 litre par jour, en dehors des repas idéalement. Je dis plus ou moins 1,5 litre parce que là aussi, ça va dépendre de la personne. Si une personne a des reins déjà en mauvais état, fatigués, eh ben, on ne va pas lui dire bois 2 litres d'eau par jour. Déjà que ses reins ils ont du mal à faire le job, on ne va pas lui dire en plus, allez, fatigue-les encore plus à boire beaucoup. On va trouver d'autres systèmes d'élimination pour compenser. Et on va lui dire bois doucement, bois suffisamment quand même, mais peut-être pas 1,5 litre, 2 litres. Donc ça, c'est à voir en fonction des personnes. Juste pour l'anecdote, moi, à l'époque où je faisais pas naturopathie, mais où je m'intéressais et je faisais des tests un peu pas très intelligents sur moi, j'avais vu un truc de coaching et de sport et il disait de boire 2 litres et je m'étais mise en tête de faire ça. Mais sauf que je me suis trouvée mal toute la journée et j'ai failli tomber dans les pommes parce que je ne supportais pas. Les 2 litres, c'était trop pour moi, pour mon gabarit, pour ce que je faisais comme activité à côté. C'était pas nécessaire que j'ai 2 litres. Donc c'était très fatigant. Ensuite, autre conseil, des huiles de qualité. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des huiles stables à la cuisson, type huile de coco ou ghee. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le ghee. C'est du beurre clarifié. Donc, c'est-à-dire du beurre qu'on a fait chauffer à très basse température pour conserver ses nutriments. Et du coup, il y a une petite couche qu'on enlève après, comment on dit, on écrème ou je ne sais plus comment on dit. Ouais. Et donc, on n'aura plus de lactose ni de caséine. Donc, ce sont les deux principaux éléments qui posent problème dans les intolérances aux produits laitiers, lactose et caséine, et donc qui ne sont pas présents dans le ghee
et du coup qui est un produit qui se conserve pas au frigo, qui se conserve à température ambiante et qui a la qualité de ne pas noircir à la cuisson, donc qui est très stable. Et c'est même un produit qui est utilisé en Ayurveda en tant que cure justement, parce qu'il a vraiment de nombreuses vertus le ghee. Et puis ensuite, les autres bonnes huiles donc, que je vous invite à avoir dans votre frigo, ce sont l'huile de chanvre, l'huile de lin, de cameline, de noix, de tournées, entre toutes ces huiles, qui vont apporter essentiellement des oméga 3. Parce que justement, le ratio oméga 3, oméga 6 va être important. Et aujourd'hui, chez la plupart des personnes, il est très déséquilibré, ce ratio-là. Et en fait, ces huiles, elles vont vraiment être utiles, donc non seulement par rapport au foie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'en fait, nos cellules sont entourées d'une membrane phospholipidique. Et donc, qui dit phospholipidique, dit qu'il faut des bons lipides pour que les échanges intracellulaires dont parlait monsieur justement se fassent correctement. Donc non seulement l'eau est importante pour les échanges, puisque nos cellules baignent dans l'eau, mais l'huile l'est tout autant, puisque les cellules communiquent avec cette membrane phospholipidique. Et donc, il faut des bonnes briques pour construire tout ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un bon ratio oméga 6, oméga 3. Donc, les oméga 3, ce sont ceux que j'ai cités là, qui se conservent au frigo, à l'abri de la lumière et à ne pas faire chauffer. Donc, idéalement, il en faudrait 3 cuillères à soupe par jour pour un adulte, donc cru. Et le bon ratio, c'est de 1/3. Ça veut dire pour 1 gramme de ces huiles-là, 3 grammes d'oméga 6. Les oméga 6, ça va être huile de tournesol, huile de sésame, etc. Que je n'ai pas cité là du coup. Là, je vous ai vraiment écrit ce sur quoi j'insiste et ce dont on est carencé principalement, c'est-à-dire les oméga 3. Donc les oméga 3, retenez qu'il faut 3 cuillères à soupe par jour pour un adulte. Alors, on arrive à la fin et les derniers conseils que je peux vous donner, c'est aussi de privilégier une cuisson douce. Surtout une cuisson vapeur, notamment pour le poisson, pour les légumes. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le vitaliseur de Marion, qui est un super appareil, qui est construit sur le nombre d'or, qui ne va pas au-delà de 92 degrés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'investir dans ce vitaliseur. Il y a aussi des paniers bambou qui sont vraiment pas chers quand on habite tout seul ou quand on est à deux, et très pratiques, qu'on peut poser sur une casserole d'eau bouillante et faire chauffer ses légumes comme ça en 5 minutes, coupés en dés, très pratique. Et sinon, il y a d'autres appareils qui existent comme celui-là qui s'appelle l'Omnicuiseur, qui sont aussi très bien. Ensuite, au niveau des crudités, donc on dit qu'il faut que c'est bien de manger des crudités en entrée, parce que justement, apporter du cru avant d'apporter du cuit, ça permet d'apporter des enzymes au corps. Vous savez, notre corps, il a un stock d'enzymes, dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Eh bien, ce stock d'enzymes, il peut être augmenté grâce à l'apport de crudités, justement, et qui vont faciliter la digestion des aliments cuits à venir. Donc, il y a des personnes qui supportent plus ou moins les crudités, notamment les personnes qui ont des intestins sensibles. Dans ce cas, il faut doser, bien sûr. On ne va pas y aller trop fort, mais au moins un petit croque dans une carotte avant de manger, ça peut peut-être passer. Ou des graines germées aussi. Et puis pour finir, ce qu'on appelle les associations alimentaires. Donc là, c'est une roue des associations. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, c'est quand même assez gros. Les flèches bleues et les flèches vertes, ce sont tous les aliments qu'on peut associer et qui vont permettre une digestion optimale. Donc, par exemple, quand vous avez des protéines fortes, c'est-à-dire des protéines animales, principalement la viande, le poisson, il vaut mieux les associer avec ce qu'on appelle des amidons faibles. Donc, ça va être des patates douces, des légumes racines, des céréales en flocons, quelque chose de léger, comme du quinoa. Et éviter, par exemple, de les associer avec des amidons forts, comme des pâtes, du pain complet, ce qu'on voit souvent malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je pourrais vous fournir dans le document après si vous êtes intéressé. Il y a des choses aussi qu'on peut évoquer là maintenant, c'est que les fruits, je ne sais plus où ils sont, ah oui là, les fruits c'est bien de les manger en dehors des repas, justement parce qu'ils fermentent rapidement dans l'estomac, comme ils se digèrent très vite, ils vont avoir tendance à rester dans l'estomac. Eux, en fait, ils vont dire, bon alors, vas-y, ouvre le sphincter, moi je veux passer, je suis déjà digérée. Et l'estomac, il va dire, bah non, attends, il y a tes copains là, ils sont pas encore digérés, désolé, tu restes. Et donc, ça va fermenter, ça va faire bloup, 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 et ça va
créer des gaz, enfin voilà, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà pour ces premiers conseils. Ce que vous avez sur la roue ici, c'est toute la partie lipides. Les lipides dont on vient de parler juste avant, les bonnes graisses, eh bien ça, c'est à tous les repas, tout le temps. Là, il n'y a pas de règle spécifique pour ça. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est vraiment d'associer des protéines animales avec des amidons plus faibles, plus légers, plus digestes, on va dire. Et par contre, quand vous avez ce qu'on appelle des protéines faibles, type lentilles, légumineuses, la famille des légumineuses, les haricots rouges par exemple, eh bien vous pouvez les associer avec des amidons plus forts. Donc là, du riz complet par exemple. Et d'ailleurs, pour vous rappeler de cette association, vous pouvez penser à tous ces plats végétariens qu'on a en Inde ou dans les pays type Liban, etc., où ils ont déjà des recettes végétariennes, où ils associent systématiquement une base de légumineuses et une base de céréales. C'est les repas des végétariens en fait. Donc voilà. Pour ces règles d'association alimentaire et éviter les mauvais mélanges. Bon, vu l'heure, je pense qu'on va passer à la dégustation d'aloe vera, si vous voulez bien, puis on pourra continuer d'échanger autour. Voilà. Merci à vous.